Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici ce soir, à plein de titres. D'abord parce que l'Hôtel de Lausanne et l'Institut d'études avancées en particulier sont une touche particulière à mon cœur, je vais le mettre comme ça. À Sadi Lalou, son directeur, qui nous reçoit, et toutes ses équipes depuis de nombreuses années. Il y a quelques nostalgiques là, dans la salle qui se rappellent des réunions autour des grands prix de l'innovation de la ville de Paris. Ça va parler à quelques-uns. On animait des comités de pilotage de ce très bel événement. Donc on aime venir ici où, Sadi le précisera, on est dans un lieu où l'intelligence est au cœur des sujets, l'intelligence sur les sciences humaines. Puis nous, pauvres innovateurs, on essaie de venir s'y inspirer et en tirer quelques éléments. Plus sérieusement, le docteur, donc directeur général de Paris Co, je suis ravi de vous accueillir aussi pour fêter cet anniversaire, en présence aussi de Jean-François Gallouin qui est là, qui était mon prédécesseur à la direction de cette belle maison et qui a été l'initiateur avec quelques autres dans la salle. Bertrand de Frémont était là, avec une autre casquette que celle d'aujourd'hui, pour lancer le Club Open Innovation il y a 10 ans. Moi, je m'en souviens, je n'étais pas encore dans les équipes, je travaillais encore au cabinet de Jean-Louis Missica à l'Hôtel de Ville à l'époque. Et l'Open Innovation, c'est un concept anglo-saxon que Jean-François a ramené en France globalement, je vais la faire courte comme ça. Et on a été pionniers, et on en est très fiers, parce que 10 ans après, je peux considérer qu'il est temps d'arrêter puisque le job a été fait. Vous l'avez intégré. On a tellement bien fait le job que certains d'entre vous, certains groupes nous ont même quittés parce que finalement, c'est devenu une matière interne aux entreprises. Et je m'amusais à une analogie complètement stupide, vous me la pardonnerez, mais voilà. C'est comme si on gardait comme fournisseur d'accès Internet Club Internet. 20 ans après. On va garder le Club Open Innovation parce que l'Open Innovation est devenu un élément totalement fondamental, je l'espère, de vos stratégies. Et donc, il est temps de passer à autre chose. Donc, en fait, pour cet anniversaire, je vais surtout vous proposer d'arrêter le Club Open Innovation. D'accord. Donc, on va y aller, on va boire un coup tout de suite. Et puis, on va passer à la suite. Et Sophie va se débrouiller avec tout ça. Mais je suis très sérieux en plus. L'un d'entre vous qui n'est pas là dans la salle m'avait dit un jour... Paris Co nous a aidé à faire le job desk, finalement, la description du job des directeurs de l'innovation. Je le cite, c'est Laurent Charon, AG2R, La Mondiale aujourd'hui. Il m'a dit, maintenant, il faut que vous nous aidiez à faire le job description du patron de la transformation. C'était, je crois, à peu près la veille du premier confinement. Merci Laurent. Aujourd'hui, moi, j'ai une autre proposition. D'abord, vous verrez qu'on va changer les noms. Paris Co, souvent, est moins connu que ses marques. On me cite parfois, on me dit, ouais, il faudrait que tu bosses avec le Tremplin, avec le Labo de l'édition, avec le Welcome City Lab, avec l'Urban Lab, c'est des gens super. Alors, ce sont des gens super, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est des gens de Paris Co, donc on bosse un petit peu avec eux. Paris Co, c'est une entité unique, c'est une association, je reprécise, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, et même le Club Open Innovation, en fait, est une marque de Paris Co. Sophie est salariée de Paris Co, comme toute l'équipe. Et donc, c'est une bande importante de collaborateurs, de gens engagés, effectivement, pour promouvoir par l'innovation des solutions pour transformer notre société. La mission de Paris Co, on est même en train de la transformer, notre promesse, je vais venir dessus, on veut se définir comme un générateur de solutions durables. Une fois que j'ai dit ça, on est bien content avec ça. Mais vous verrez que je ne parlerai pas de start-up et je parlerai de moins en moins d'open innovation en tant que telle. Parce que le but, et de toute façon, je crois que c'est ce que vous venez chercher, ce n'est plus tant ce qu'on a pu faire durant 10 ans, c'était de faire naître plein de start-up. Ça, elles n'ont pas besoin de nous, en vrai. Les entrepreneurs ne nous attendent pas. Ils démarrent, puis un beau jour, si quand même, ils viennent nous chercher en disant « tu ne peux pas me filer un petit coup de main parce que j'ai un peu de mal à certains endroits ». Notre objet, il est d'aller trouver chez vous les signaux, des défis à relever, des grands signaux, ceux qui vont transformer la société. Et vos entreprises, la taille de vos entreprises, vont nous permettre d'avoir les effets leviers dont on a besoin, évidemment, sur les défis de transition écologique, sociale et économique. C'est ces 3 piliers-là, on ne les a pas inventés, quelques-uns sont passés avant nous, sur lesquels Paris Co va travailler pour les années à venir. En tout cas, c'est notre objectif stratégique à l'horizon 2025. Et à partir de là, c'est aller chercher chez vous les besoins, d'aller chercher chez vous les défis. Vous avez publié des trucs super qui s'appellent vos stratégies RSE. Alors, c'est des mines d'or. Je ne dirais pas le nom de la boîte qui a publié le plus gros, mais il fait quand même 140 pages. Et en fait, c'est 140 pages de pépites. Simplement, les solutions ne sont pas précisées. Eh ben, à nous de jouer, à nous de trouver les solutions, de fournir ces solutions pour que ces belles projections, pour transformer notre société au sens large, on arrive à l'exécuter. Et donc, c'est la proposition de valeur pour moi sur ce club Paris Co demain, qui associera également ce que François Tessier a porté durant un peu plus d'1 an, qui est le Club Essor Innovation, qui était destiné aux PME et TI. Enfin, c'est pas qu'il l'était, il l'est. On a été chercher des entreprises intermédiaires.
On a été chercher des entreprises qui sont dans de très nombreux cas vos fournisseurs, qui sont vos prestataires et sans lesquels vous ne pourrez pas innover demain. Et c'est un point de départ qu'on avait pris il y a plusieurs années avec la Société Générale, avec les groupes Elior, c'était d'aller chercher les fournisseurs pour se dire les Elior ou Société Générale ne pourront pas innover si les 600 fournisseurs d'Elior n'innovent pas. Le club de demain, il doit associer ces dimensions de très grandes entreprises et d'entreprises de taille plus intermédiaire qui sont des maillons absolument indispensables dans les transformations qu'on va devoir faire. Vous pourrez innover. S'ils n'innovent pas, on se plantera de toute façon. Je ne vais pas aller tellement plus loin parce que pour moi, voilà, c'était l'élément essentiel de mon message. C'est vous dire que le Club Open Innovation a 10 ans et donc vive le club Paris & Co. Qu'on va associer toutes les dynamiques du club Essor Innovation et du club Open Innovation pour avoir un dispositif encore plus puissant et que notre objectif, il est vraiment d'être ce générateur des solutions durables. Et je passe la parole à Sophie Malbé pour le suite de la soirée. Je vous remercie. Merci Loïc. Donc, vous voyez, c'est la dernière fois que je me présente comme ça avec le titre responsable du Club Open Innovation de Paris & Co. On va cropper Club Open Innovation. Du coup, 10 ans, c'est effectivement, ça se traduit par quelques chiffres quand même. 142 grands groupes qui sont passés par le club Open Innovation. C'est plus de 3000 candidatures reçues à travers les sessions de pitch, les appels à innovation, 147 appels à candidature organisés. Alors bien sûr, au tout début, on en organisait 20 par an. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins parce que comme l'a dit Loïc, vous êtes structuré et aujourd'hui, on est une caisse de résonance complémentaire. Mais pour autant, voilà, beaucoup de candidatures, 1000 mises en relation avec des startups, 130 événements organisés, 29 sessions de pitch, 458 startups qui ont pitché devant vous. Voilà, donc c'était quelques chiffres pour vous donner cette volumétrie, cette évolution de 10 ans. Quelques logos aussi. Alors, genre, normalement, tous ceux qui sont là devraient avoir leur logo, mais ne les comptez pas, il n'y a pas les 142 parce que nous n'avions pas la place de mettre les 142. Mais enfin, en tous les cas, on est très, très fiers d'avoir vu parmi tous ces grands groupes passer de grandes organisations, de plus petites, avec des secteurs d'activité très différents. Le Club Open Innovation, c'est aussi une équipe. C'est les 4 fantastiques, une équipe au top. Donc voilà, Béatrice qui vient de nous rejoindre, que vous avez forcément vu à l'accueil. Miline qui vous spamme quasiment tous les jours avec des mails, qui s'occupe de toute la partie communication événementielle et qu'on peut remercier pour l'organisation de cet événement, même si elle n'est pas là à l'instant. Et puis François, Loïc en a parlé, qui a rejoint la troupe avec la dynamique du Club Essor Innovation, avec les ETI et les PME de croissance. Voilà, donc c'était important aussi de mettre un petit regard sur chacun. 10 ans, c'était aussi la construction d'une identité, donc un petit backup, voilà, le premier logo. Jean-François, ça va te rappeler quelque chose, ce très joli triptyque qui a incarné les startups, les grands groupes et les institutions. Vous voyez qu'on a évolué. J'ai pas mis les 3 petits points, mais voilà, après 2022, on verra que ça évoluera à nouveau. On a construit une identité visuelle à la base, un site web, la Make It Open. On a construit aussi une politique communautaire avec les réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn pour pouvoir faire parler de nos initiatives. Et puis, c'est aussi beaucoup d'ateliers, donc beaucoup de livrables, de comptes rendus, d'infographies, de facilitation graphique, d'articles qui sont issus vraiment de tous les travaux qu'on a pu mener ensemble de manière assez collaborative. Et l'objectif était toujours de vous partager un maximum de contenu. Et puis, la dernière en date, vous avez le QR code et il fonctionne. Vous pourrez retrouver l'étude qu'on a faite en vous interviewant sur les déploiements entre les grands groupes et les startups. Voilà, rapidement sur ces éléments. On a fait un petit nuage de mots pour représenter ces 10 ans d'Open Innovation parce que c'était les objectifs de la genèse du club qui étaient vraiment d'accompagner la transformation de vos organisations, de vous permettre d'insuffler cet esprit d'innovation auprès de vos collaborateurs et de sourcer des solutions innovantes, à la fois pour accompagner les besoins de vos métiers, mais également pour vous permettre de répondre à des nouveaux enjeux business. Donc voilà, c'est vraiment les objectifs qui nous ont guidés ces 10 dernières années. Et puis le club, c'est aussi des valeurs qui nous rassemblent. Je pense j'en ai retenu 3. Celle de la bienveillance envers les startups, avec ses pairs. C'est vraiment quelque chose qui a été très
partagé largement au niveau du Club Open Innovation. L'ouverture d'esprit et la curiosité, parce que vraiment c'était l'ADN aussi de ce club, de pouvoir rester ouvert à toutes les opportunités. Et puis, voilà, respect, écoute, transparence, aussi bien, encore une fois, dans le cadre de toutes les activités qu'on a pu mener ensemble et également avec toutes les personnes et startups qu'on a pu vous faire rencontrer ces dernières années. Les atouts, on avait fait un petit travail avec le comité de pilotage du club. Ce qui était ressorti principalement, c'était, et on peut le voir ce soir entre les alumni, les membres actuels, quelques prospects, c'est l'hétérogénéité et la diversité du type de membres, que ce soit en termes de maturité, de secteur d'activité, de taille d'entreprise. Et du coup, ça crée une richesse de retour d'expérience, de partage de bonnes pratiques, toujours dans un cadre de discussion bienveillant. Hein. C'était des zones sans langue de bois, c'était le terme qui était revenu. On pouvait partager son quotidien, qui pouvait être un peu challengé en tant que directeur innovation. On pouvait le partager avec ses pairs, et on peut le partager avec ses pairs. Et du coup, déjà, ça résout une partie des problèmes, de savoir qu'on n'est pas seul parfois face à quelques défis dans ces organisations, et surtout de pouvoir identifier des solutions pour y répondre. Et l'état d'esprit, je crois qu'il nous a toujours animés depuis la création. Et Jean-François, tu avais toujours dit que voilà, le club, c'était un bras armé opérationnel. C'était vraiment de faire de ce club un espace d'échange à votre service et d'inspiration également, dans un climat de convivialité et de confiance. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire ces 10 dernières années. Un petit récap en images. Certains vont se retrouver dans les vidéos. Je vais faire partir la vidéo. Voilà, c'est un petit montage de tous les moments de ces 10 dernières années. Je vous laisse regarder, ça dure 2 minutes. Merci surtout à vous. Merci à Méline pour le montage, parce qu'on avait pas mal d'archives quand même. Merci pour ces 10 ans, parce qu'on a passé vraiment de très très bons moments. Et je sais qu'il y a des fervents défenseurs des Lex qui sont dans la salle, que je vois, qui se souviennent aussi de quelques bons instants à l'étranger. Voilà, Loïc en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Demain, donc il y a déjà eu depuis 2 ans
la liaison entre les deux clubs, le club Open Innovation, le club Essor Innovation. On a pu agrandir du coup la communauté des membres avec les ETI, partager des problématiques communes avec des enjeux qui pouvaient être différents, mais des problématiques certes communes. Donc une programmation qui est de plus en plus, voilà, on a fait de plus en plus d'ateliers partagés. Et du coup, c'est aussi une manière de remercier les derniers membres qui nous ont rejoints. Je vois Jérémy là-bas, voilà, Chambre des notaires, à Ezio, voilà, qu'on est ravis d'accueillir ce soir. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir pour cette année. Et puis juste pour conclure, demain, alors ça ne sera pas le Club Open Innovation, mais demain, le club de Paris Co. Moi, c'était les 4 mots que j'avais envie de faire résonner en lien avec ce qu'a dit Loïc. Anticiper, c'est identifier les nouveaux métiers, les nouvelles opportunités, questionner le sens, la mission de l'entreprise. Appréhender les nouveaux rôles et responsabilités de l'entreprise, notamment dans ces enjeux de transition. Expérimenter, ça veut dire tester, ça veut dire savoir aussi renoncer, faire évoluer et savoir, encore une fois, renoncer à certaines innovations qui ne seraient pas intéressantes en termes d'impact. Et puis accompagner les entreprises à devenir plus coopératives, ancrées dans leur territoire, source d'épanouissement, devenir des entreprises à mission. On avait déjà eu l'occasion d'en parler dans quelques ateliers. Voilà un peu toutes les ambitions qui nous animent pour cette prochaine décennie, incarner ces mots-clés au travers des activités que nous vous proposerons, des personnalités que vous rencontrerez et des échanges que vous nourrirez. Et puis effectivement, le partenariat avec l'IEA ce soir en est une première illustration pour anticiper, appréhender les défis d'aujourd'hui, de demain, vous permettre d'agir à la fois au niveau de vos rôles de direction innovation et puis plus largement d'accompagner de manière opérationnelle les transitions nécessaires. On va parler de nouveaux modèles économiques, on va parler d'économie circulaire, de numérique responsable. Donc on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer d'échanger avec Franck Agéry et Christine Balaguet, que je laisserai Sadi présenter plus longuement. Et pour ouvrir vers de nouveaux horizons, j'ai le plaisir d'accueillir Sadi Lalou, si tu veux bien nous rejoindre. Et encore merci de nous accueillir dans cette belle maison, de nous avoir permis de réunir ce beau plateau d'intervenants. Voilà, Sadi, si tu veux bien nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup Sophie. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue à l'Institut d'études avancées, bienvenue à Paris Co. Nous sommes absolument ravis de vous avoir ici ce soir. Et j'en vois qui sont debout, mais venez vous asseoir. Il reste des places. Bon. Nous sommes très heureux d'accueillir Paris Co, générateur de solutions durables. C'est merveilleux et c'est ce que nous devrions tous faire. Pourquoi Paris Co ici? Parce que nous avons beaucoup en commun. D'abord, nous avons en commun d'avoir une marraine commune qui est la ville de Paris, hein, qui est très présente et qui d'ailleurs nous prête généreusement l'hôtel de Lauzun, qui est un endroit où l'esprit souffle depuis plus de 3 siècles. Hein. Des poètes, des savants, des artistes, des innovateurs de toutes sortes sont venus penser ici, souvent de manière très originale. D'ailleurs, c'est juste au-dessus se passaient les orgies du club des Hachichas. Des gens qui n'hésitaient pas à chercher loin de nouvelles idées. Nous avons en commun beaucoup de choses avec Paris Co, des valeurs expérimentées, anticipées, appréhendées, accompagnées. Ici, l'Institut d'avancée, c'est un lieu de pensée approfondie, c'est un lieu où on invite des chercheurs, les meilleurs du monde entier, qui viennent ici pour pouvoir penser dans un temps non fragmenté aux grands problèmes scientifiques et aux grands problèmes de notre époque. Mais le futur se construit pas seulement avec les chercheurs et avec les gens qui pensent, mais il se construit avec les gens qui ont le pouvoir d'agir. Et les gens qui ont le pouvoir d'agir, c'est vous êtes dans la salle. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous offrir pour ce 10e anniversaire de Paris Co un petit cadeau qui est de la matière à penser. De la matière à penser qui est ici, qui vous est offerte par mes 2 collègues que nous avons invités, qui ont gentiment accepté de venir, qui sont Christine Balaguet et Franck Agéry. Je vais les présenter rapidement, puisque ce qui est important à l'Institut d'études avancées, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce qui se passe ici, et c'est ce qui va se passer maintenant avec vous.
Christine Balaguet est professeure à l'Institut Mintelecom Business School et fondatrice du réseau de recherche Good in Tech sur les technologies et l'innovation responsable. Ses recherches portent sur la modélisation du comportement des individus connectés, réseaux sociaux, algorithmes d'intelligence artificielle, objets connectés, sur l'éthique des technologies et de l'intelligence artificielle, sur la responsabilité digitale des entreprises ainsi que sur l'impact sociétal des technologies. Christine Balaguet est également membre de plusieurs instances nationales, le comité d'experts ARCOM sur la désinformation en ligne, le comité d'éthique de la défense, la commission impact des recommandations de la Haute Autorité de santé. En tant que vice-présidente du Conseil national du numérique, de 2013 à 2016, elle a participé à différents travaux remis au gouvernement français sur les grands enjeux du numérique, la neutralité du net, la neutralité des plateformes, e-inclusion, e-éducation, e-santé, ambition numérique et j'en passe. Elle est également l'auteur d'une centaine de publications dans des journaux, des conférences scientifiques internationales, ainsi que de plusieurs ouvrages que je vous recommande sur numérique et société. Franck Agéry est professeur de management à Mines Paris Tech, dans l'UMR 92-17, Paris Sciences Lettres. Il est responsable de la formation doctorale en sciences de gestion. Il est co-responsable de la chaire Mines urbaines. Franck mène des recherches sur la gestion et la politique de l'innovation, la RSE, la durabilité. En collaboration avec des partenaires industriels dont certains sont dans la salle et des chercheurs internationaux, il examine comment de nouvelles pratiques commerciales et de nouveaux cadres institutionnels émergent dans les processus d'innovation conjointe. Plus précisément, son intérêt est de comprendre les conditions dans lesquelles les questions de durabilité peuvent devenir un moteur de renouvellement stratégique. Je pense que ça vous intéressera. Il a notamment étudié les domaines de l'agriculture, la construction et l'industrie automobile où des efforts intensifs sont déployés pour inventer de nouveaux modèles de gestion et de durabilité. Franck est l'auteur, j'ai vérifié tout à l'heure, de plus de 300 publications et ouvrages. Sans plus attendre, Franck, je te laisse la parole. Merci Saadi de cette invitation. Je suis vraiment très honoré d'être dans un lieu aussi prestigieux. Et donc je vais vous parler d'innovation dans un domaine particulier qui est autour des questions de transition écologique et plus précisément autour de la question de l'économie circulaire. Donc j'ai intitulé ma présentation Les innovations circulaires, quels enjeux et potentiels ? Alors, comme Saadi l'a indiqué, je suis co-responsable d'une chaire qui s'appelle Mines urbaines, qui porte sur l'économie circulaire et dont le mécène est un éco-organisme que vous connaissez tous, j'imagine, qui est Écosystème, qui a de nombreux adhérents. Alors, quels sont les enjeux de la transition circulaire ? Alors, on sait que l'agenda politique et l'agenda des entreprises est très centré autour des questions du réchauffement climatique et des moyens de l'atténuer. Mais quels sont les enjeux spécifiques d'une transition circulaire ? Alors, il y en a deux principalement. Donc, tout ne se ramène pas au réchauffement climatique. Il y a la question de la croissance extrêmement rapide et de la production de déchets, donc comment réduire cette quantité de déchets. Et puis, il y a un deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la consommation des ressources non renouvelables, que l'on ramène souvent à la problématique de la réduction de l'empreinte matérielle. Alors la question, c'est pourquoi ces deux questions, et notamment celle des ressources, pourquoi est-ce un enjeu critique ? Alors là, je vous projette un graphique avec trois courbes qui sont issues d'un rapport de l'Agence environnementale européenne, donc un rapport récent de fin 2021. Alors la base 1 est en 1990, c'est le petit trait bleu. Donc là, les trois... Et donc vous avez trois courbes, les émissions de gaz à effet de serre en bleu, vous avez l'empreinte matérielle en rouge et vous avez la croissance du PIB en vert. Et ce qu'on peut voir, c'est s'il y a un découplage relatif des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la croissance, il n'y a absolument aucun découplage à ce jour entre la croissance économique et l'empreinte matérielle. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a une croissance, on consomme davantage de matières premières et de ressources. Alors, le constat n'est pas nouveau, c'était déjà celui du rapport Meadows en 1972 qui vient d'être réactualisé. Vous savez, on a ressorti une nouvelle version à l'occasion du cinquantenaire de ce rapport. Alors vous me direz, est-ce grave ? Alors ça fait à peu près 40 ans que les réserves de ressources non renouvelables sont stables. Donc en fait, on découvre toujours de nouveaux gisements. Mais le problème, c'est que ces gisements sont plus difficiles
à extraire. Hein. Si vous pensez au pétrole, dans les années 70, si le pétrole en Arabie Saoudite, vous creusez, ça coûte 2 $ le baril. Les gaz de schiste, c'est autre chose, hein, c'est un autre coût. La teneur en cuivre, au cours des 40 dernières années, des mines de cuivre est passée de 2 à 0,8%. Donc, plus le temps passe, si vous voulez, on trouvera des solutions technologiques pour extraire des ressources, mais ça va être de plus en plus coûteux, ça va être de plus en plus polluant, et ça va avoir donc des impacts, d'ailleurs aussi également sociaux, pour la planète. Alors, la réponse classique à cette crise, souvent, c'est celle de la croissance dite verte, qui est fondée sur des innovations technologiques. C'est un discours qui est beaucoup promu par les pouvoirs publics et les industriels. Et on met en évidence que la réponse à la crise écologique est donc la croissance verte par l'innovation technologique. Le problème, c'est au fond, qu'est-ce qui garantit que l'adoption de ces innovations dites vertes n'aura pas de conséquences négatives dans le futur. Alors ça, c'est les problématiques aujourd'hui qui sont de plus en plus saillantes autour des transferts de pollution, autour des enjeux géopolitiques d'approvisionnement, autour des conditions de travail pour l'extraction des matières premières, et puis autour des questions d'effet rebond. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un cas qui est assez connu, classique, c'est celui du véhicule électrique, qui présente beaucoup de vertus, du point de vue notamment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, quand le mix énergétique est favorable, mais il y a des transferts de pollution. C'est-à-dire que la batterie est beaucoup plus lourde que les moteurs thermiques, donc le véhicule est plus lourd, et puis on consomme d'autres types de matières premières, en particulier des métaux dits critiques ou stratégiques, cobalt, lithium, etc., dont les conditions d'extraction sont assez problématiques. Vous savez probablement que le cobalt est à plus de 70% produit en République démocratique du Congo, que 100% des concessions appartiennent à la Chine. Et donc là, il y a, avec beaucoup de travail forcé des enfants, donc il y a des problématiques sociales, des problématiques environnementales. Donc la question, existe-t-il d'autres voies d'innovation que ces grandes innovations technologiques? Et c'est ce que je voudrais vous indiquer autour de la question de l'économie circulaire. Alors je vais aller relativement vite. Donc c'est un concept qui a une dizaine d'années, qui a connu un engouement massif et inattendu. Alors pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il y a une conjonction de 3 événements, une crise environnementale et d'une certaine manière l'épuisement du paradigme du développement durable. Donc ça, c'est évidemment la crise environnementale, elle perdure, elle s'est même aggravée. Mais il y a eu un événement politique qui n'est pas sans rappeler la guerre en Ukraine, c'est l'embargo chinois sur les terres rares, qu'on trouve dans absolument toutes les nouvelles technologies, qu'elles soient numériques ou environnementales, et qui a mis en panique à la fois les entreprises et les pouvoirs publics. Et puis, et là aussi, ça n'est pas sans rappeler la situation actuelle, l'envolée du prix des matières premières, tirée à l'époque par la croissance chinoise et celle des pays émergents. Le prix a quadruplé dans la décennie. Et donc, du coup, il y avait un contexte pour proposer un contexte favorable pour proposer un nouveau concept. Et ce nouveau concept, donc, c'est l'économie circulaire. Et donc, il y a des promoteurs de l'économie circulaire. Donc là, vous avez la photo d'Hélène MacArthur, qui a une fondation qui a été créée autour de cette question, qui s'est associée à McKinsey avec des promesses de création de valeur économique. McKinsey, à un moment, avait évalué ce potentiel de création de valeur à plus de 1 000 milliards de dollars à terme, mais aussi environnemental et social. Donc c'est une sorte d'utopie, si vous voulez, mais qui a eu un effet attracteur extrêmement important, aussi bien au niveau des acteurs publics que privés. Alors c'est une scénarisation très très habile, comme nous allons le voir, qui a été proposée par la Fondation Hélène MacArthur et qui a été reprise par la Commission européenne pratiquement mot pour mot. Alors quelle est cette scénarisation? C'est avant, il y avait l'économie linéaire. Et donc l'économie linéaire, c'est en anglais take, make, use, dispose. Donc on extrait des matières, on les transforme, on produit des objets, on les consomme et ensuite ils finissent en décharge, en fin de vie.
Et donc, effectivement, on comprend bien que dans ce modèle, chaque fois qu'on développe de nouveaux produits, on consomme de nouvelles ressources. Il y a une obsolescence qui est dite programmée. Alors, le terme extrêmement ambigu, polysémique et problématique, hein, mais bon, voilà. Ça s'est traduit évidemment par une explosion de la production de déchets. Et puis, il y avait une étude de la Commission européenne en 2012 qui mettait en évidence que 95% de la valeur économique, hein, matière et énergie, était perdu en Europe. C'est-à-dire qu'on recyclait des choses, mais c'était souvent du sous-cyclage. C'est-à-dire qu'à la fin, on obtenait des produits de moindre qualité. Et donc, là, il y avait un potentiel à essayer d'exploiter. Alors, l'économie circulaire, vous connaissez sûrement ce schéma. Hein, c'est l'idée d'avoir des stratégies de bouclage des flux de matière, d'énergie, pour essayer d'éviter la mise en décharge. Hein. Donc là, vous avez deux graphiques. Donc, c'est d'éviter que les produits... Alors, ça peut être par l'allongement de la durée de vie. Donc ça peut être par la maintenance, la réparation, le réemploi, le remanufacturing, donner une seconde vie aux produits. Et puis, ça peut être sinon par le recyclage. Bon, ça sont des choses, je pense, que vous connaissez bien, qui se résument à 3 principes. Hein. Souvent, on dit l'économie circulaire, c'est le recyclage. Non, c'est beaucoup plus que le recyclage. Hein. On dit souvent les 3 R, c'est réduire, réutiliser et recycler. Et les 2 premiers R sont absolument essentiels. C'est comment réduire la consommation de ressources, donc comment être plus sobre en ressources, et comment réutiliser, allonger la durée de vie. Alors, je voudrais simplement vous indiquer que ce n'est pas un concept qui est nouveau, donc c'est inspiré de cette idée de circularité. C'est un peu le mythe de l'éternel retour. Hein. Donc c'est des choses qui sont assez anciennes. Il y avait l'écologie industrielle à un moment. Il y avait le cradle to cradle, qui était un concept qui avait été développé il y a une vingtaine d'années. Et donc c'est pas nouveau sur le plan théorique et c'est pas nouveau sur le plan historique. Alors là, je vous fais juste un petit clin d'œil, mais ce qu'il y avait avant l'économie linéaire, c'était de l'économie circulaire. Alors, j'appelle ça économie circulaire mode 1. Il y avait ce qui précédait l'économie linéaire, c'était l'économie circulaire qui était le modèle dominant. Et pourquoi il était dominant? Parce que le coût d'extraction des ressources, le coût de transport était très élevé avant la révolution industrielle. Donc, vous avez une vignette en haut à gauche avec les chiffonniers, qui était une profession très importante. Donc il y avait une économie traditionnelle de la récupération, rien n'était jeté, et il y avait une circulation, ça c'est très bien montré par les historiens, des matières et des produits entre les villes et les campagnes. Et puis on réutilisait les produits, hein, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents reprisaient leurs chaussettes, leurs vêtements, etc. Alors tout ça a disparu progressivement sous l'effet de 3 révolutions, d'une certaine manière. La révolution industrielle qui a permis d'abaisser le coût d'extraction des matières, les coûts de transport, etc. L'hygiénisme qui a dit surtout il faut éviter de faire circuler les matières organiques pour éviter les épidémies. Donc c'est là où on a inventé la décharge, la poubelle, hein, le préfet poubelle, c'est la fin du 19e. Et puis après-guerre, c'est l'avènement de la société de consommation. On va essayer notamment grâce à de nouveaux métiers, le marketing, le design, la publicité, essayer d'accélérer le rythme de consommation. Alors les enjeux de l'économie circulaire aujourd'hui, ce que j'appelle mode 2, c'est pas de revenir évidemment à ce qui se faisait il y a un siècle et davantage, mais c'est de construire une économie de la qualité avec une traçabilité des substances et des matières, parce que les problèmes d'hygiène n'ont pas disparu. C'est faire en sorte qu'il y ait des critères de qualité. Et on voit bien lorsque des industriels développent des projets, il y a vraiment des questions de construction de cahiers des charges, de normes extrêmement précis. C'est tout un enjeu de développement d'innovation de produits-services. Et puis, dernier point, c'est inventer de nouveaux modèles d'affaires, excusez-moi de cet anglicisme, un business model, qui est le thème utilisé. Mais ce n'est pas simplement des objets ou des services qui sont inventés, mais c'est la façon dont on essaie de générer et de capter des revenus. Alors, très brièvement, je vais essayer de vous présenter brièvement, donner quelques exemples d'innovation circulaire. Ça, c'est les grands types. Il y a un premier type qui est autour des questions de recyclage et d'incorporation de matières recyclées à partir de boucles fermées. Alors pourquoi j'insiste sur les boucles fermées? Parce que le modèle dominant, c'est ce qu'on appelle la boucle ouverte. Vous mélangez plein de déchets,
je ne sais pas moi, des déchets plastiques. Si vous les mélangez, à la fin, vous pouvez fabriquer qu'un plastique de mauvaise qualité. Donc l'enjeu, si on veut arriver à réincorporer de la matière issue d'une filière dans les mêmes produits, c'est d'avoir des processus de tri, de collecte qui sont extrêmement performants. Et ça suppose des procédés industriels élaborés. Alors, beaucoup d'industriels se sont lancés là-dedans. La deuxième stratégie, c'est allonger la durée de vie des produits. Donc ça passe par la durabilité. J'insisterai beaucoup sur l'enjeu de l'éco-conception. C'est que pour pouvoir développer des services autour des produits, un usage intensif des produits, il faut avoir éco-conçu les produits. Et donc là, il y a toute une série de stratégies qui sont liées à l'allongement, le réemploi, donc donner une deuxième vie, le reconditionnement, la réparation. Et puis, il y a une troisième stratégie qui est l'intensification de l'usage des produits. Donc, ça peut être de vendre un usage des services plutôt que les produits eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, voire de partager l'usage des produits. Alors, on a des modèles très connus, les lavomatiques, c'est un partage d'usage de produits, mais c'est peut-être aussi des modèles qui vont revenir aujourd'hui autour des questions des enjeux de transition écologique. Donc, dans ces trois stratégies, le point clé, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des produits qui ont été conçus pour être recyclés, démontés, pour être réparés, pour être réemployés, pour avoir des usages intensifs, vous ne pouvez pas développer de nouveaux modèles. Donc, c'est un enjeu absolument central. Alors, quelques illustrations. Sur le recyclage post-consommation, alors pourquoi je dis post-consommation? Parce qu'évidemment, le recyclage des déchets industriels, c'est pas très compliqué sur le plan technique. Là, il y a des enjeux beaucoup plus difficiles. Il y a toute une série d'initiatives. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous, ce qu'on avait regardé notamment dans notre chaire, c'était un partenariat entre SEB et Veolia pour le développement de plastique recyclé dans les produits électriques et électroniques, où il y avait des exigences de qualité très très fortes. Ça a été des années pour arriver à mettre au point un plastique qui répondait au cahier des charges, qui pouvait remplacer des matières vierges. Et aujourd'hui, c'est une stratégie du groupe SEB qui incorpore massivement du plastique recyclé. Ils ont des objectifs. Donc ça leur permet d'une part de sécuriser leurs approvisionnements, d'avoir des coûts plus faibles. Deuxième type d'exemple, c'est tout ce qui est autour de l'allongement de la durée de vie. Donc là, c'est donc il y a de nouvelles stratégies sur la réparation des produits. Alors vous savez que dans la loi AGEC, il y a l'indice de réparabilité. Donc il y a toute une politique publique aujourd'hui pour inciter à la réparation et à la réparabilité. Alors pourquoi je parle de Fnac Darty? Alors j'ai pris cet exemple. Ils ont l'objectif en 2030 qu'un tiers de leur chiffre d'affaires soit issu des services et non pas de la vente des produits. Et ils ont beaucoup milité pour la création de l'indice de réparabilité. Parce qu'ils considéraient que c'était un moyen de se différencier aussi de leurs concurrents, notamment de l'e-commerce, en proposant des services et de fidéliser les clients. Donc là, ce qu'ils proposent avec Darty Max sont des abonnements où on vous propose des réparations. Alors vous avez plusieurs abonnements possibles. Les SEB proposent également des forfaits de réparation qui sont à prix fixe, c'est-à-dire que le consommateur n'a pas demandé un devis. Et donc, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils considèrent qu'ils conçoivent des produits de qualité et qu'ils peuvent s'engager auprès des clients. Donc là aussi, c'est une stratégie de fidélisation. Et puis, vous avez toute une série de nouveaux acteurs qui apparaissent. Back Market, vous connaissez tous, cette plateforme où vous pouvez acheter... alors, soit vous êtes un réparateur ou un reconditionneur, donc vous mettez sur le marché des produits. Donc soit vous êtes un client final et vous pouvez acheter notamment des téléphones, des ordinateurs qui sont garantis. C'est une licorne, puisqu'aujourd'hui, ils ont une valorisation boursière qui est de 4 milliards d'euros. Donc c'est une entreprise qui a cru très très fortement et qui connaît un développement rapide. Voilà. Puis autre exemple, un boulanger, c'est un peu le pendant de Darty. Et ce que vous voyez là, c'est les pictogrammes, c'est le fameux indice de réparabilité. Donc les entreprises, il y a un lien en fait entre les stratégies circulaires, l'innovation circulaire et les politiques publiques. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. D'accord, très bien. Troisième type de stratégie, j'en parlais, c'est l'économie de fonctionnalité.
Donc c'est vendre l'usage d'un produit plutôt que le produit lui-même. Donc il y a des exemples anciens comme Xerox. Et puis il y a un cas qu'on a étudié, qu'on a trouvé intéressant, c'est celui de Signify, alors qui est l'ex-Philips Lighting. Alors vous savez que dans l'éclairage, il y a eu la révolution de la LED. Donc les LED, c'est beaucoup plus cher, mais la durée de vie des LED est beaucoup, beaucoup plus importante. Donc Signify s'est dit, mais quel va être notre métier dans le futur si on vend beaucoup moins de produits? Et plutôt que de se dire de continuer dans le même modèle d'affaires, ils se sont dit, on va essayer de développer un modèle d'affaires, on va accélérer la transition. C'est-à-dire on va essayer d'accélérer le remplacement des ampoules classiques par des ampoules LED. Et donc ils ont proposé un modèle d'économie de fonctionnalité. Donc, il y a différentes variantes, mais en gros, on vous vend des performances d'éclairage, et puis il y a même des services associés, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, on vous fait un audit pour améliorer votre système d'éclairage, la maintenance, etc. Mais tout ça est fondé, et on vous garantit des économies d'énergie, tout ça est fondé sur l'éco-conception des éclairages. Donc, ils coûtent beaucoup plus cher que ceux qui sont vendus dans le commerce, parce que l'enjeu, c'est évidemment qu'il soit robuste et qu'il n'y ait pas trop d'intervention de la part des techniciens. Donc pour résumer, les enjeux, il y a 4 types de création de valeur dans les innovations circulaires. C'est autour des coûts d'approvisionnement, c'est réduire et maîtriser les coûts d'approvisionnement grâce à l'utilisation de matières recyclées et de composants réutilisés. Il y a une création environnementale, ce sont tous les bénéfices qui sont associés à la réduction de l'empreinte environnementale pour l'entreprise et ses parties prenantes. Il y a une création de valeur pour les clients, donc notamment les stratégies de fidélisation liées aux stratégies de service, et puis une valeur informationnelle, parce que notamment quand vous passez des contrats de service, vous apprenez plein de choses au-delà de la période de garantie sur vos produits, à la fois sur les taux de panne, sur la qualité d'usage, sur la fiabilité, etc. Et ça, ce sont des informations très, très importantes pour améliorer vos process, vos produits. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas limiter aujourd'hui l'économie circulaire au recyclage et à des améliorations incrémentales, à des innovations incrémentales. Parce que, en fait, avec ça, on n'arrivera pas à tenir les engagements qu'on a pris et notamment respecter le problème des limites planétaires. Donc, il y a une limite intrinsèque au bouclage des flux. La circularité infinie, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, il y a une dégradation de la matière ou des produits. Il y a des risques d'effet rebond. Les produits circulaires ne sont pas toujours... ne remplace pas toujours les nouveaux produits. Il y a des problèmes de transfert de pollution. Et puis, donc, si on fait ces stratégies incrémentales, on ne fait que repousser provisoirement les limites de la planète. Et donc, en fait, moi, je suis partisan de ce que j'appelle l'économie circulaire forte, plus ambitieuse, où là, l'objectif, c'est d'obtenir le fameux découplage, qui était mon point de départ. Je dis, il n'y a pas de découplage. Alors, si on veut arriver à ce qu'il y ait un découplage entre la croissance et la consommation de ressources, il faut changer en profondeur, par l'innovation, la conception des produits, leurs usages et les modèles d'affaires. Et donc là, je vous ai donné quelques pistes. Il y en a sûrement plein d'autres. Réduire, réutiliser. Donc là, je ne vais pas reprendre les arguments. Mais ça a des impacts, et c'est là-dessus que je voudrais finir, ça a des impacts sur l'organisation et les compétences. Et ça, souvent, c'est sous-estimé. C'est-à-dire que promouvoir l'éco-conception, ça demande des outils, ça demande des efforts. Toutes ces stratégies n'impliquent pas nécessairement des high-tech, ça peut être du low-tech, et le low-tech a un avenir. C'est repenser les chaînes de valeur, et notamment reterritorialiser toute une série Par exemple, si vous voulez faire de l'économie de fonctionnalité, il faut des réseaux de techniciens ou d'intervenants sur tout le territoire, vous voyez. Ça veut dire aussi changer les indicateurs et les outils de gestion. C'est-à-dire, est-ce que si vous voulez faire ces stratégies et que par ailleurs vous avez des indicateurs où l'objectif c'est les volumes produits, il y a une contradiction. Donc il faut à un moment ou à un autre changer les outils de gestion. Et puis ça suppose des nouvelles compétences. Et par exemple, Fnac Darty, l'un de ses atouts, c'est qu'ils ont une école interne de réparateurs.
Et c'est ce qui fait la différence par rapport à des concurrents qui n'en ont pas. Et donc tout ça, évidemment, pour pouvoir le réaliser, en fait, et c'est pour ça que la transition écologique et la transition circulaire est difficile, on a besoin d'incitation et de soutien public pour accompagner cette transition. Parce que ce sont des investissements, c'est un pari, c'est une prise de risque, et ça ne se fera pas naturellement. Voilà, j'en ai terminé. J'essaie de... Non, c'est aussi, voilà. Donc pour aller plus loin, voilà, je vous ai mis quelques informations. On a notamment coordonné avec des collègues un numéro de la revue de l'Institut Veolia autour de ces questions d'innovation et d'économie circulaire qui est en accès libre, qui est en français, en anglais. Il y a des témoignages d'entreprises, de chercheurs, d'ONG et d'acteurs publics. Et c'est un panorama international dans tous les secteurs. On a aussi organisé un colloque de Cerisy qu'on peut visionner sur la chaîne Colloque TV. Et puis, début 2023, va sortir, avec 2 jeunes collègues, on écrit un repère. Vous voyez, c'est à la découverte, c'est des petits livres très courts, 10 €, c'est pas cher, et vous saurez tout sur la question. Merci de votre attention. Alors bonsoir, merci à l'Institut des études avancées de l'invitation à intervenir ce soir. Bravo à Paris Co pour les 10 ans du Club Open Innovation. Alors c'est toujours très émouvant aussi de se retrouver dans un endroit historique à parler du monde du futur et du monde de l'innovation numérique. Et je vais vous parler ce soir donc d'innovation numérique et de durabilité en posant la question de la compatibilité entre innovation numérique et durabilité. Alors, je présente ce soir aussi au nom d'un réseau de recherche que j'ai créé il y a 3 ans, qui s'appelle Good in Tech, qui est un partenariat entre l'Institut Mines-Télécom et Sciences Po, sous l'égide de la Fondation du Risque. Et on adresse 2 questions dans ce réseau. On adresse les questions de données, algorithmes et sociétés, et puis responsabilité digitale des organisations. Et je vais vous parler des 2, qui sont 2 sujets importants. Alors peut-être 2 éléments de contexte très rapides, mais que vous connaissez. Bien entendu, l'innovation numérique, ou le numérique est au cœur de la plupart des innovations aujourd'hui, des grands groupes, des start-up. Et quand on regarde au niveau mondial ce classement des entreprises les plus innovantes dans le monde, et quand on regarde les 10 premières, eh bien on voit qu'à part Moderna, qui est rentrée dans le classement, et on comprend bien pourquoi, eh bien toutes les entreprises sont dans le secteur du numérique, avec des investissements absolument massifs. Vous avez un chiffre assez éloquent en dessous, qui est, si on cumule les montants de recherche et développement des MAMA, donc les MAMA, ce sont ces fameuses entreprises américaines qu'on appelait les GAFAM avant, dont Microsoft, Apple, Alphabet, Meta et Amazon, eh bien, on a un montant supérieur aux dépenses de R&D du Pentagone. Donc, effectivement, énormément d'investissements autour des technologies numériques. Tout le monde ne fait pas que des technologies liées aux technologies développées par ces grandes entreprises, mais en tout cas, la plupart, évidemment, des innovations incluent aujourd'hui une partie numérique. Alors, le deuxième élément de contexte évident, c'est bien sûr la pandémie du Covid, qui a accéléré vraiment les usages numériques. Et donc, cette accélération des usages, elle a également entraîné, du coup, une accélération de l'innovation derrière. On est passé, bien sûr, à des modes de fonctionnement à distance, avec d'ailleurs, et je parlerai de dualité tout à l'heure, même sur ces modes à distance, une certaine dualité, c'est-à-dire on s'est aperçu que pendant la pandémie, ça a sauvé quelque part nos vies. On a pu télétravailler, on a pu enseigner, on a pu rester en contact à distance. Mais en même temps, on a réalisé aussi les limites du système, avec, et on le voit ce soir, un vrai plaisir de se retrouver aussi en face à face, autour de réunions avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps. Donc, effectivement, une accélération, je dirais, de cette innovation numérique liée à la pandémie,
pandémie, qui a quand même créé des usages qui se stabilisent. Le télétravail, on voit qu'on est en train quand même un peu de sortir de cette crise, mais que la plupart des organisations ont modifié les modes de travail avec un travail à distance 2 jours par semaine pour la plupart des organisations. Donc des changements, je dirais, de fond. Alors, je vais peut-être d'abord poser quelques grandes questions autour de mais pourquoi on parle aujourd'hui d'innovation numérique responsable ou innovation numérique durable? Pourquoi on a besoin de se poser cette question? Alors, peut-être un retour à l'historique, puisque on sait bien que la révolution digitale est loin d'être nouvelle maintenant. On est en 2022, ça a démarré au début des années 80, donc on a 40 ans derrière nous de révolution digitale, donc rien de nouveau dans tout ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que il y a eu de nombreuses publications scientifiques, nombreux rapports institutionnels montrant la dualité de ces technologies. Et c'est vraiment le sujet qui est énormément traité dans la littérature scientifique aujourd'hui, cette dualité de l'innovation numérique. Et cette dualité, elle vient aussi des modèles dominants qui se sont développés durant les 40 dernières années, qui sont les modèles dominants des plateformes qui ont transformé des marchés, transformé des usages et qui sont aujourd'hui des usages très développés puisque des milliards évidemment d'utilisateurs utilisent Google, utilisent Facebook, utilisent Amazon et utilisent toutes ces grandes plateformes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée de la dualité de l'innovation numérique, elle est liée aux conséquences de ce modèle dominant de plateforme dont on a pu effectivement mesurer les effets depuis qu'elles ont été créées, c'est-à-dire que là, une vingtaine d'années. Donc, quelques exemples quand même. Si vous prenez un moteur de recherche comme Google, c'est extraordinaire. Je me demande même comment on pourrait vivre aujourd'hui sans cette requête qu'on fait plusieurs fois par jour sur un moteur de recherche pour aller rechercher une information sur l'Internet. Et c'est un accès massif à des connaissances. Mais en même temps, on sait que ce sont des modèles bifaces dont on connaît bien les mécanismes aujourd'hui, avec des produits gratuits, mais de notre côté, une collecte massive de données sur nous tous, sur les individus utilisateurs, et donc qui posent des problèmes de privacy, qui posent des problèmes quelque part de surveillance, et donc il pose des problèmes de société. De la même manière, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, qui ont généré des publications nombreuses et pluridisciplinaires, eh bien, on sait bien que quand ils se sont créés, 2003, Facebook, 2004, Twitter, 2006, YouTube, c'était une vision extraordinaire de la technologie, à savoir, et de l'innovation, à savoir un lien social avec des gens partout dans le monde, un usage très simple et un produit gratuit, puisqu'on n'a pas besoin de payer pour aller sur ces plateformes. Et puis 20 ans après, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des conséquences de ces plateformes, à savoir la désinformation, qui est un des axes que l'on traite beaucoup dans Good in Tech, et on pourrait même dire une innovation qui a généré aussi une manipulation potentielle, massive de l'opinion, et j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc plein de technologies, puis des travaux très intéressants aussi qui ont été menés, notamment par une sociologue qui s'appelle Virginia Eubanks aux États-Unis, et qui dit, finalement, plus on automatise par de l'innovation numérique des systèmes, plus on automatise la création des inégalités. Et donc ça, c'est une idée aussi intéressante à laquelle qu'il faut adresser, c'est-à-dire à qui sert cette innovation numérique au final? Est-ce qu'elle sert à une minorité d'individus ou est-ce qu'elle sert au bien commun quelque part et à tous? Voilà, donc cette histoire des technologies a entraîné tous ces travaux autour de la dualité vraiment de l'innovation numérique. Alors ensuite, on a quand même des technologies plus récentes sur lesquelles se pose la même question. Je prends l'exemple de la 5G. La 5G, c'est un très très bon exemple parce qu'elle a généré de nouveaux phénomènes. Alors tous les pays se sont mis à développer des infrastructures de 5G. Et si vous écoutez les discours politiques, les discours industriels autour de la 5G, ils sont très positifs.
Et l'argument toujours utilisé de l'innovation d'infrastructure est toujours le même, c'est-à-dire il faut y aller, parce que si on n'y va pas, eh bien d'autres pays iront, ou d'autres entreprises iront. Et c'est la même question sur le métaverse aujourd'hui. On va sur le métaverse parce que si on n'y va pas, eh bien, les autres entreprises vont y aller. Je prends un exemple, par exemple, dans le domaine du luxe. Donc la 5G, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un débat. Il y a eu des débats, mais relativement courts. Il y a eu des mouvements aussi, anti-5G dans un certain nombre de pays. Il y a eu des projets, notamment à Toronto, abandonnés en raison de la réaction des citoyens à la 5G. Donc on voit apparaître ces nouveaux phénomènes qui sont mesurés par les sociologues aujourd'hui, de réaction aussi, de maturité des citoyens par rapport à cette innovation numérique qui se déploie sans trop de réflexion autour, et c'était les éléments de débat de la 5G, quid vraiment des effets. Alors, je ne sais pas si sur vos téléphones mobiles, vous voyez vraiment les effets de la 5G. Quid de, évidemment, l'impact sanitaire, des antennes, tout ça, ça a été des éléments de débat, et puis du modèle économique aussi de la 5G. Donc, c'est cette idée derrière qu'il faut questionner, de réfléchir vraiment à ces innovations numériques et de les déployer, bien sûr, ce n'est pas le sujet, mais de manière responsable. Alors, un autre enjeu, bien sûr, c'est tout le débat, alors depuis maintenant, je dirais 6 ou 7 ans, sur l'intelligence artificielle, qu'on connaît, avec des rapports internationaux, beaucoup de publications pluridisciplinaires, que ce soit en computer science, en sociologie, en management, en sciences sociales, autour de ces questions. Et je prendrai juste un cas, je vais illustrer par certains cas. Là, sur l'intelligence artificielle, je vais juste prendre le cas du recrutement, qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on traite massivement des CV, et peut-être certains grands groupes parmi vous utilisent des modes de recrutement automatiques par intelligence artificielle. Si on reçoit 15 000 CV, il y a une manière de faire qui est d'utiliser des algorithmes pour traiter et filtrer directement le CV. Et puis, vous avez des entreprises qui sont créées comme HireVue, aux États-Unis, où là, moi, j'ai certains étudiants qui sont passés par HireVue. En fait, on est filmé, on répond à 5 questions et on est filmé sur la plateforme. Et donc là, la plateforme va utiliser aussi en termes d'intelligence artificielle de la reconnaissance faciale, voire plein d'autres technologies. Et puis bien sûr, du Natural Language Processing, un certain nombre de techniques d'intelligence artificielle. Donc, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que ce sont des systèmes majoritairement opaques. Par exemple, HireVue, il calcule au final un score d'employabilité. On ne sait pas trop comment il est calculé, mais c'est un score d'employabilité. Les candidats sont rankés sur ce score. Et puis, vous recevez, si vous êtes candidat, étudiant ou en fin de diplôme, une réponse qui est oui, vous êtes pris, ou non, vous n'êtes pas pris. Mais bien sûr, vous n'en connaissez pas les causes. Et on a écrit un papier dans Journal of Business Ethics l'an dernier qui montre tous les biais possibles dans ce processus qui peut générer des discriminations souvent de genre, souvent aussi ça a été montré aux États-Unis, souvent raciales. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est est-ce que on continue à déployer ces technologies, encore une fois, pour faire comme les concurrents, ou est-ce qu'on réfléchit sur ces technologies et on les pense plus responsables et plus durables ? C'est vraiment l'enjeu. Et pour le coup, pour les algorithmes, dans le cadre du recrutement, on peut juste être dans l'illégalité, puisqu'on sait très bien qu'en France, par exemple, il est interdit de discriminer selon le genre, selon l'orientation sexuelle, selon, etc., etc. Troisième également enjeu, bien sûr, de l'innovation numérique, c'est, alors je vais beaucoup plus vite, c'est les enjeux éthiques. Donc là, juste le cas quelques cas dans le domaine de la santé. Vous avez à gauche une entreprise française qui a développé, c'est des chercheurs de la PHP connus mondialement, qui ont développé BrainScore. BrainScore, c'est un algorithme qui calcule la probabilité que quelqu'un dans un service de réanimation sorte du coma.
Donc je parle de cet exemple parce que vous imaginez dans le cadre de Covid et de services de réanimation surchargés, qu'est-ce que ça peut donner? Donc il y a un des enjeux éthiques. Doit-on déployer massivement ces technologies ou comment on fait? Au milieu, vous avez la même chose, et c'est déjà implanté dans des hôpitaux américains. Si vous avez un problème cardiaque, vous arrivez et ça calcule une probabilité que vous mouriez ou pas dans l'heure qui suit. Et si eh bien, vous avez une probabilité forte, on vous traite tout de suite. Mais si vous êtes dans les faux négatifs, vous attendez, mais c'est problématique. Et puis, pas le temps, mais tous les enjeux éthiques majeurs autour de l'intelligence artificielle sur les algorithmes de séquençage du génome. Alors, il y a des enjeux sociétaux, ça vous les connaissez, mais aujourd'hui deviennent majeurs, et c'est tout à fait dans l'actualité, les enjeux liés à la désinformation et liés, bien sûr, à la manipulation massive des opinions. Donc là, il y a des publications depuis très longtemps sur l'effet des plateformes, hein, avec effectivement des phénomènes de chambre d'écho, des phénomènes de bulles d'enfermement, d'opinion, et puis des technologies elles-mêmes, de l'innovation visant à développer, déployer des technologies de deepfake et de fake news, hein, avec des reprises politiques, puisque c'est tout à fait affiché. Trump a utilisé des deepfakes pendant sa campagne, et ça devient des outils de campagne politique. Donc là, on a un vrai problème démocratique lié à ces innovations numériques. Et puis enfin, dernier enjeu, c'est évidemment l'enjeu environnemental. Donc je ne vais pas rentrer dans ces chiffres-là, mais on sait globalement que le numérique a un impact de 4 à 5% de gaz, sur les gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, hein, dans la question de la durabilité et du numérique. Il y a la question des usages à gauche, hein, très, très impactant en termes d'impact carbone, beaucoup plus que le transport aérien, par exemple, dont on parle beaucoup plus. Et puis, quand vous regardez les progressions à venir, hein, du numérique, toutes les questions liées à la consommation énergétique des data centers, à la consommation énergétique de l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle, et puis, bien sûr, des équipements numériques, hein, il y a un vrai enjeu numérique et environnement qui est très clair. Alors, pour une innovation numérique durable, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est ce qu'on fait dans Good in Tech, hein, c'est vraiment les deux sujets qu'on aborde. Donc il y a deux enjeux vraiment qu'on travaille sur tous ces aspects-là. C'est d'une part l'IA de confiance. Alors l'IA de confiance, c'est les technologies d'IA, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle technologie numérique. C'est l'idée de dire, il y a des risques aujourd'hui, on doit parler non pas de technologie qui fait peur ou qui a un impact négatif, mais on doit transformer ces technologies en technologies de numérique de confiance et écologique. Donc c'est vraiment les deux dimensions. Donc là, on a mené pas mal de travaux là-dessus, hein. On a eu des prix de thèse notamment. Et puis je m'attarde un peu plus sur la responsabilité digitale des organisations et l'innovation numérique responsable. Et donc là, on a mené pas mal de travaux. Il y a deux dimensions dans cette vision d'innovation numérique durable ou responsable. Il y a une vision qui est de penser la technologie responsable by design. Donc ça, c'est les frameworks que vous avez à gauche, c'est-à-dire on va regarder le cycle de vie de la data, le cycle de vie de l'innovation et de la technologie, et on va à chaque étape du cycle de vie regarder les effets environnementaux et sociétaux. Et puis il y a une deuxième dimension qui est ici, qui est comment on peut mesurer les conséquences de la technologie sur les 17 ODD aujourd'hui. Et beaucoup de travaux donc récents, pluridisciplinaires, hein, portent sur ces questions. Je vous montre juste un exemple sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est des travaux assez récents qui sont faits de manière pluridisciplinaire aussi. Maintenant, on arrive à faire des cartographies de technologies comme l'intelligence artificielle en disant, finalement, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça pose problème pour la société? Eh bien, ce papier qui a été publié en 2020, il montre que finalement, dans plus de 70% des cas, il y a un effet positif de l'intelligence artificielle. Mais que, effectivement, dans un tiers des cas, ça pose problème. Ça pose problème sur certains objectifs de développement durable. Et c'est bien ces 30% qu'il faut adresser et qu'il faut solutionner. Mais que globalement, cette évolution, elle reste intéressante.
Alors, on a mené aussi des travaux avec les acteurs. Donc, on a mené un gros travail avec Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité Île-de-France. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont participé à ce travail. Si ça vous intéresse, on a fait un position paper sur qu'est-ce que c'est pour les acteurs de la tech que ce concept d'innovation numérique responsable. Vous voyez qu'on a établi 5 dimensions et 25 sous-dimensions qu'on est en train maintenant de mesurer en termes de métriques. Et puis pour terminer, on a également un cadre, on a plein de cadres théoriques autour de cette question de l'innovation responsable ou l'innovation numérique responsable, mais historiquement, il y a des travaux très fondateurs de Stilgo depuis 2013 sur qu'est-ce que c'est qu'une innovation responsable. Eh bien, une innovation responsable, elle a 4 caractéristiques vraiment principales. Eh bien, il faut être, et ça a été dit tout à l'heure, il faut anticiper la conséquence de la technologie sur la société. Il faut aussi être réflexif, c'est-à-dire pouvoir s'autocritiquer lorsqu'on fait de l'innovation et au moment du processus également de l'innovation. Et puis, bien sûr, on a des dimensions qui sont des dimensions d'inclusion, où il faut penser la technologie inclusive, et dont vous avez ici des exemples de démarches qu'il faut faire pour cette innovation responsable. Alors nous, le framework vraiment qu'on a développé dans le cadre d'une thèse sur cette innovation numérique responsable, c'est de dire que lorsqu'on pense numérique, on pense souvent technologie. Et donc, souvent, on pense solution technologique. Mais en fait, et je termine sur ce slide-là, en fait, ça n'est pas que de la technologie. Et donc, nous, on fait vraiment appel à de la pluridisciplinarité pour vraiment aborder ces enjeux d'innovation responsable. Donc, il y a des enjeux techniques. Comment on crée de la fairness dans les algorithmes, comment on en rend, par exemple, des algorithmes plus transparents, comment on traite la question des données. Il y a bien sûr une dimension légale, comment on respecte la régulation locale et internationale. Il y a également, bien sûr, eh bien, le cadre théorique de Stilgo. Donc là, on est dans du management, comment on innove et on a un processus d'innovation et de management qui eh bien, respecte ces 4 critères. Et puis la dernière dimension, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer la conséquence, de mesurer les conséquences de la technologie, de l'innovation numérique qu'on développe sur les grands enjeux ODD, c'est-à-dire les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux et les enjeux économiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce travail qu'on fait sur ces questions d'innovation durable et responsable. J'ai été déjà beaucoup trop longue, je m'en excuse. Voilà, mais je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Et on va prendre quelques questions, si vous le voulez bien. Et pendant que vous réfléchissez, j'avais une première question pour Christine. C'est comment on fait alors dans une entreprise pour s'organiser justement avec ce cadre d'innovation responsable dans le domaine du numérique? Qu'est-ce qu'il faut par rapport à ce qu'il y a maintenant? Donc on mesure ces dimensions-là. L'idée, c'est de mesurer ces dimensions-là. C'est ce qu'on a fait dans le travail. On a travaillé avec 150 entreprises au sein de Cap Digital sur des métriques de chacune des dimensions. Et si je suis une entreprise, moi, comment je dois m'organiser pour ça? C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a un responsable de l'innovation numérique. C'est quoi? C'est des juristes. Est-ce que ça doit être internalisé? Est-ce que c'est externalisé? Comment ça se passe? Alors, ça se passe à l'intérieur de l'organisation, la plupart du temps. On a des entreprises, et certaines sont dans la salle, mais je ne les cite pas, qui sont très, très avancées sur ces questions, qui ont, par exemple, sur les 4 dimensions, déjà des mesures eh bien, de l'innovation numérique responsable. Et il y en a d'autres qui sont très très loin, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas du tout ces enjeux de responsabilité du numérique. Donc ça se fait au sein des équipes innovation, mais ça se fait aussi avec
des fonctions qui sont spécifiques aujourd'hui. Par exemple, le Data Protection Officer, il a un rôle majeur dans le déploiement de l'innovation numérique responsable. Donc, il y a plusieurs équipes qui peuvent travailler sur ce sujet. Merci beaucoup. Tout le monde a un Data Protection Officer dans la salle. Oui, merci. César Mugerin de Engie, Engie renouvelable précisément. Alors j'avais deux questions, donc une pour chacun de vous. Déjà une première question sur l'économie donc circulaire forte. Il y a effectivement cet objectif-là à atteindre, mais si je prends l'exemple de mon industrie, donc l'industrie renouvelable, qui se porte comme objectif de remplacer les moyens de génération actuels par 100% de renouvelables, on voit très bien que si on considère simplement les volumes, on ne sait pas aujourd'hui que le recyclage pourra jouer un rôle significatif. Quand on voit effectivement qu'on a mis 20 ans pour atteindre 1 terawatt déployé de solaire photovoltaïque et qu'il faudra d'ici 2030 avoir 1 terawatt quasiment par an pour atteindre les objectifs à 2050 et que les volumes à recycler arriveront à maturité donc d'ici 20-30 ans, on voit très bien effectivement que la circularité, ce n'est pas pour aujourd'hui, quoi. Donc on a besoin d'abord d'accomplir la transition avant de pouvoir y arriver. Et j'avais aussi une autre question pour madame. C'est un très bon commentaire parce qu'effectivement, c'est un des grands problèmes de l'économie dite circulaire qui n'est pas du tout mis en avant dans les rapports de la Fondation Ellen MacArthur. C'est que en fait, c'est relativement incompatible, c'est incompatible avec une croissance rapide d'un marché. Ça, c'est connu depuis très très longtemps. Au 19e siècle, par exemple, la consommation de papier a été multipliée par plus de 10 au cours du siècle. Et donc, au départ, on faisait le papier avec du chiffon, donc c'était de l'économie circulaire. Et puis, lorsque il n'y avait plus assez de chiffon, les prix du chiffon ont explosé. Donc, il y a des innovations qui ont été faites. Et puis, on a trouvé des innovations avec des fibres de bois, etc. Avec la cellulose, on a trouvé d'autres solutions. Et le problème que vous soulevez est très juste. Alors, c'est vrai pour les énergies renouvelables, c'est vrai pour la voiture électrique. Par exemple, il y a une directive européenne qui impose aux constructeurs automobiles de recycler les batteries en fin de vie. Mais pour le moment, il n'y a pas de batterie en fin de vie. Il y aura des batteries en fin de vie dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Donc, il y aura un décalage entre les besoins qui sont nécessaires à la production et puis les gisements disponibles. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème puisque le contenu en matière des nouvelles technologies est très différent des anciennes technologies. Donc, on va consommer beaucoup plus de cobalt, de lithium, etc. J'ai des tas de graphiques que je ne vous ai pas montrés, mais effectivement, les projections, c'est... alors dans les éoliennes, il y a des aimants, ça va totalement exploser. Or, on n'aura pas les gisements, donc il va falloir extraire massivement des ressources naturelles. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que l'éco-conception a un rôle à jouer parce que plutôt que d'utiliser certains métaux qui sont extrêmement critiques, qui sont présents dans quelques pays, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres types de conception utilisant d'autres métaux qui sont moins rares, qui sont moins problématiques? Et ça, c'est l'affaire des ingénieurs. Mais si vous voulez, le problème des innovations, c'est que alors ça renvoie au problème d'innovation responsable, c'est qu'on les évalue notamment d'un point de vue réglementaire, à l'échelle d'un produit. Vous voyez, on dit, est-ce que cette innovation, elle est meilleure que le produit de substitution? Mais on n'anticipe pas les effets systémiques. Or là, les effets systémiques sont majeurs. C'est-à-dire que si on a une crise des ressources, une raréfaction, des impacts géopolitiques majeurs, on voit bien que ça ne va pas fonctionner. On va tomber dans le mur. Là, la guerre en Ukraine, la Russie a... alors je crois que c'est le titane, qui ont, je ne sais plus combien, 80 ou 90% de la production mondiale. S'il y a un arrêt des approvisionnements de titane, c'est un problème pour des tas d'industries, l'aéronautique notamment. Je peux poser la deuxième question, oui. Donc c'est sur le numérique responsable. Alors quand j'entends effectivement des différents exemples, par exemple l'exemple sur l'outil de recrutement automatique par intelligence artificielle, là je me dis effectivement que
les craintes qu'on projette sur ce type d'outil-là, est-ce que c'est pas simplement lié au fait qu'on n'aime pas y voir des travers qui sont déjà présents dans l'être humain? En fait, ça ne change rien, effectivement, que ce soit une machine qui, dans toute sa toute-puissance, décide effectivement qu'un profil il sera classé numéro 1 ou numéro 2, plutôt qu'un algorithme que certains pensent intelligent et pour lesquels ils utilisent des modèles ou des études ou des recherches qu'ils jugent effectivement pertinentes. Mais voilà, un jour, il faut décider et puis il faut classer, etc. Est-ce que ce n'est pas une crainte qu'on projette simplement parce qu'en fait, elle est déjà présente en nous mais est-ce que le problème n'est pas vraiment plutôt d'en faire une idéologie en fait, du numérique, c'est-à-dire que croire que ça dit la vérité nécessairement et du coup enlever tous les garde-fous qu'on a quand c'est un être humain et considérer que c'est simplement une proposition et de garder son côté humain et de la juger comme on jugerait n'importe quel être humain? Oui, il y a un vieux débat qui est de dire la technologie en fait reflète aussi les biais humains et on sait bien que dans les recrutements, il y a un choix aussi humain qui est fait du recruteur vis-à-vis d'un candidat sur des critères qui ne sont pas forcément toujours objectifs. Donc, mais simplement la question en fait qui se pose au jour d'aujourd'hui en 2022, c'est la puissance de déploiement du numérique et l'automatisation des potentiels biais s'il y a des biais en fait et sur ces algorithmes de recrutement d'ailleurs HighView a été interdit par la ville de New York par exemple. Enfin il y a tout un tas de procès aux États-Unis sur cette technologie parce qu'elle pose des problèmes de biais de potentielle discrimination et donc c'est cette idée dont je parlais aussi tout à l'heure en citant Virginia Eubanks d'automatiser en fait, des effets de discrimination ou d'automatiser des biais que peut-être on peut avoir en tant qu'individu individuellement, mais là, on les automatise par des processus qui seraient employés par tout un tas d'organisations. Alors qu'on peut les penser différemment. Voilà, on peut regarder les biais dans des algorithmes de recrutement et s'assurer, c'est le papier qu'on a écrit, s'assurer par un certain nombre de critères que certains biais n'existent pas. Oui, par exemple. Ouais. C'est des questions de responsabilité qui se posent sur les technologies, qui sont des responsabilités qu'on peut se poser aussi en tant que manager ou en tant que salarié d'une organisation. Et qu'une organisation va se poser dans le cadre d'une RSE, par exemple. Merci. Merci pour vos interventions. Christophe Rouenet, du groupe La Poste. Économie circulaire, innovation numérique responsable. On comprend bien, mais j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, et puis peut-être à Paris & Co aussi. C'est finalement dans l'univers dans lequel vous intervenez en tant que professeur dans ces merveilleuses écoles, quelle est la réaction des jeunes que vous avez autour de vous, et comment ces messages sont-ils passés pour eux? Et pour Paris & Co, comment l'écosystème des startups animés par Paris & Co prend en compte ces nouvelles considérations? Alors c'est une très bonne question. Les étudiants, enfin ceux que je côtoie, disons, ont changé quand même assez radicalement de comportement et d'aspiration en quelques années. Moi, je suis assez stupéfait par la vitesse de changement dans les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il y a encore 5-10 ans, quand on parlait de transition écologique, ils avaient quelques vagues idées, etc. Mais ça restait très vague. Maintenant, ils ont tout de suite des réflexes. L'idée, par exemple, là, que j'indiquais de transfert de pollution, c'est quelque chose qui est complètement automatique chez eux. Ils ont compris des tas de choses. D'ailleurs, cette semaine, là, en ce moment, on organise une semaine avec des étudiants européens autour de l'économie circulaire. On a énormément de demandes. Ils sont eux-mêmes demandeurs de formation. Alors, par exemple, à l'école des mines, les élèves ont dit qu'il n'y a pas assez de cours sur la transition écologique, bien qu'on ait Jean-Marc Jancovici en première année. Il en faut plus, et donc on demande à pouvoir organiser nous-mêmes une semaine avec des intervenants qu'on va sélectionner sur le sujet. Bon,
Alors ça, voilà, ça existe depuis 3 ans, et des initiatives comme ça, il y en a beaucoup. Et puis on le voit aussi dans les réactions vis-à-vis de certaines activités, de certaines entreprises. Vous avez suivi les controverses, évidemment, autour de l'école polytechnique et de l'installation du centre de R&D de Total Energy, et puis plus récemment de LVMH. Il y a 10 ans, je pense que ça serait passé comme une lettre à la poste, hein, excusez-moi du jeu de mots. Mais... Donc là, on voit bien que la question de la responsabilité, des enjeux éthiques, des enjeux environnementaux, les étudiants sont beaucoup plus conscients. Et la fracture avec les salariés plus âgés, je trouve, est de plus en plus grande. Oui, alors évidemment, je vais totalement dans ce sens-là. C'est exactement ce qui se passe aussi avec les étudiants de l'Institut Mines Télécom. Il y a une très grande sensibilité des jeunes étudiants à ces enjeux. Et donc, ils demandent beaucoup de cours. Donc, nous, on a vraiment complètement changé vraiment les programmes, hein, c'est-à-dire effectivement les enjeux climatiques, les réponses aux enjeux climatiques sont systématisées. Les questions de responsabilité du numérique sont aussi maintenant intégrées dans les cours. Donc ça, c'est un peu en réponse à leur demande, hein. Je crois qu'aussi, vous devez le sentir, ils veulent rentrer dans des organisations qui répondent aussi à ces questions. Ça fait partie du sens qu'ils recherchent après leur formation. Et quand même, moi, je mets une petite... quand même un petit bémol, parce que finalement, quand on voit ce qu'ils font après, quand on voit, et peut-être que là, Paris Senco pourra aussi témoigner dans ces incubateurs, mais dans les incubateurs, quels que soient d'ailleurs les incubateurs en France, nous, on incube à l'Institut Mines Télécom 80 à peu près start-up. Combien au sein de ces start-up sont des start-up qui répondent à ces enjeux, qui sont sur ces enjeux, qui traitent de ces enjeux, hein. Finalement, relativement peu. Il y en a, mais relativement peu. Donc, il y a quand même un certain paradoxe, hein, entre leurs aspirations et leurs réalisations. Voilà, moi j'aurais rêvé d'avoir beaucoup plus d'étudiants, mais ça va venir peut-être, hein, mais qui lancent des entreprises, des start-up autour de ces sujets, en particulier sur le numérique responsable. Je vais répondre du coup pour Paris Co, effectivement. Alors on a mis en place il y a 3 ans des outils de la mesure pour savoir effectivement, pour répondre à 2 questions. Quelles sont les entreprises qui veulent nous rejoindre et qui ont un objectif, c'est-à-dire que la finalité de leur entreprise est tournée vers les défis du développement durable. Et le deuxième élément, c'est quel que soit le service ou le produit proposé par la start-up, est-ce qu'elle intègre dans sa démarche les enjeux du développement durable. 2 choses distinctes, mais c'était fondamental pour nous de les distinguer, parce qu'on a 14-15 programmes d'incubation. Certains sont dédiés aux défis de la transition écologique, d'autres s'y intéressent un petit peu moins à la base, a priori, par exemple, sur les fintech. Il y a 3 ans, quand on a mis l'indicateur en place, 56% de mémoire des entrepreneurs qui nous rejoignaient, qui candidataient chez Paris Senco, c'est 3000-3500 candidatures par an, hein, chez nous, nous indiquaient que c'était un enjeu. On a dépassé la barre des 75% en 2021. Donc ça grimpe très très vite. Après, il peut y avoir un biais, qui est celui des grandes écoles. C'est-à-dire, est-ce qu'on forme des talents ou est-ce qu'on recrute bien ? On a envoyé des signaux vers la communauté startup en disant, nous, Paris Senco, ce que l'on veut, c'est des entreprises qui, effectivement, s'engagent sur les transitions. Elles répondent au signal. Donc, est-ce que c'est globalement, et j'écoutais ce que disait Christine, parce qu'effectivement, est-ce que niveau global, l'ensemble des startups s'y intéresse ? En tout cas, nous, c'est notre revendication. Et moi, l'objectif que j'ai donné aux équipes, c'est qu'en 2025, 100% des startups qui sont chez Paris Senco, effectivement, intègrent les enjeux du développement durable comme un élément fondamental du développement de leur entreprise, quelle que soit la finalité du produit ou du service. Voilà. Et je crois qu'on a quelque chose de très durable qui nous attend. Voilà. Alors, je vais vous demander 2 choses. La première, c'est d'applaudir nos intervenants. Attends, ça dit, j'ai juste
Parce que Franck parlait très très rapidement de la low-tech. J'en profite pour faire un peu d'auto-promo sur les solutions de Paris Senco. C'est qu'on a construit un groupe de travail prospectif l'année dernière avec plutôt des acteurs de l'immobilier autour de la low-tech dans le bâtiment. Sacré défi. C'est-à-dire qu'on est allé chercher, et avec des chercheurs, les solutions du passé, avant que l'électricité existe, avant que le pétrole serve à autre chose qu'à éclairer simplement des grottes. Mais se dire comment, avant toutes ces technologies-là, on a réussi à faire des bâtiments qui, comme le pont du Gard, existent 2000 ans après et résistent à beaucoup de problèmes sismiques ou autres. Ce rapport sur la low-tech nous a permis de définir une méthodologie d'intégration de la low-tech comme une solution du futur. Ce n'est pas le retour à la bougie, bien loin de là. Donc je vous invite à télécharger sur le magnifique site de Paris Senco, profitez-en puisqu'il va complètement se transformer dans 3 mois, ce rapport sur la low-tech. On est en train d'engager une phase 2 sur ces travaux et moi je rêverais de pouvoir le faire effectivement dans d'autres industries que ceux de l'immobilier. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et on mettra en ligne les documents dont vous avez parlé, nos intervenants. La deuxième chose que je vous demande, c'est de quitter la salle.